Blanche. La Nuit Blanche. Avec UGUP Radio. Bonsoir à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes en direct sur UGUP Radio. On est ensemble ce soir jusqu'à 23h30 pour célébrer la Nuit Blanche de Paris. Si vous êtes curieux et que vous avez envie de voir les backstage de l'émission ou les événements du 12e, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On vous y attend, n'hésitez pas à checker nos petites stories. On va maintenant procéder à une partie live, non pas de musique, mais des lectures d'artistes qui sont en plateau avec moi. On accueille Jérôme Mella et Aurélie Massa pour deux prestations. Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Bravo, très impressionné. Bonsoir Jérôme Mella. Oui, bonsoir. Vous êtes metteur en scène et pédagogue. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour une prestation live. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez lire ? Un fragment ou quelques fragments d'une pièce d'Anton Tchekhov sur Oncle Vanya et sur lequel on travaille avec aussi La Mouette de Tchekhov. Avec une pensée qui est assez extraordinaire, parce qu'on entend parler de musique, mais la mémoire de la pensée, c'est quelque chose de juste extraordinaire. Et la pédagogie, c'est un espace où on essaie d'apprendre à se connaître soi-même. Donc toutes les peurs, tout ce qui pourrait m'empêcher d'être finalement présent ici, sont des défenses tout à fait justifiées, quoi. Et pour arriver à un espace où on pourrait ouvrir enfin quelque chose de l'ordre de la mémoire, ça fait 2500 ans que ça continue. Ça fait 2500 ans que c'est exactement les mêmes questions qui insistent, les mêmes seuils infranchissables du langage, quoi. Les mêmes peurs, les mêmes terreurs qui nous animent. Et c'est extraordinaire de voir à travers un auteur comme Tchekhov, qui a 100 ans, qui nous parle de nous exactement aujourd'hui. Donc c'est à la fois... on parle souvent de modernité d'une œuvre, aucun intérêt, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus vieux qu'elle en fait. Les œuvres, elles sont apparues avant nous, étrangement, voilà. Et essayer de les connaître, essayer de les apprécier, c'est un travail absolument humain. Donc on est en résidence dans un petit théâtre dans le 13e arrondissement qui s'appelle le Centre Mandapa, un petit théâtre extraordinaire qui est tenu par une dame qui s'appelle Milena Salvini, que j'adore, 45 ans de dédié à l'Inde, à l'Orient, à la musique du monde, à la spiritualité, à la danse de tous les horizons, que ce soit du Kathakali, du Teyam, pas du Teyam, pardon, dans le Garkoutou, etc. Et juste exceptionnel, quoi. Et là, une possibilité d'élaborer dans le silence, une pensée qui pourrait restituer au présent un peu de sens. Parce que la modernité est très triste, vous avez remarqué. La crise, épidémie, la crise. On va nous vendre une dette gigantesque. On va porter, nous, les enfants et nos enfants, sur nos épaules, une dette absolument insupportable, quoi. Et pourquoi on accepte ? Qu'est-ce qui fait que, finalement, nous sommes... absolument aujourd'hui, non seulement complaisant, mais secrètement lié à cette envie d'abdiquer notre liberté. Voilà, c'est la servitude volontaire, c'est ce qu'on pourrait découvrir grâce à La Boétie et Montaigne, qui vont absolument révolutionner la pensée de Shakespeare. D'où vient toute la pensée de Tchekhov, d'où vient, etc., toute la modernité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec les penseurs grecs en même temps, etc. Bon, je parle vite, beaucoup de choses, mais néanmoins, cette servitude volontaire fait que j'ai peur de vivre. J'abandonne ma propre liberté, j'ai peur, fondamentalement, quoi. Et secrètement, c'est pas un tyran, c'est pas un monde terrifiant qui nous empêche de vivre, c'est faux. C'est pas un homme politique, c'est nous-mêmes. Nous sommes absolument, nous nous déresponsabilisons totalement de tout, quoi. Et pourtant, il y a cette force de destruction de l'homme, quoi, à travers les forêts, à travers les mondes, qui est dévorante, absolument dévorante, quoi. Et bon, si on prend un fragment de texte, on pourrait voir comment il nous en parle, il nous prévient de ça, à quel point c'est déjà malheureusement écrit, quoi. Et je finis sur ça. Cette servitude volontaire, dans Oncle Vanya en tout cas, malheureusement c'est la nôtre. Voilà. Il semblerait qu'il y ait un travail à faire aujourd'hui pour se dépolluer de nous-mêmes, quoi. Parce que nous avons peur
De quoi, à votre avis? Vous posez la question. Voilà. Plein de choses. Ouais, c'est ça. Oui, mais il faut absolument travailler sur les terreurs qui nous agissent. Hein. Et le théâtre est un espace où justement on apprivoise les peurs, on apprend en tout cas à vivre, peut-être, en tout cas d'essayer de faire en sorte que cette vie devienne à nouveau captivante. Et l'art nous donne le goût de vivre, le goût d'aimer, le goût de créer, le goût d'envahir l'espace d'une poésie qui nous ferait à nouveau nous inventer au monde autrement que dans le carcan de la modernité absolument stupide, quoi. C'est tellement... Excusez-moi, j'aime beaucoup le foot, mais... Ouais, but, quoi. Mais bon, le sport annonce une pensée. Le langage du corps est extraordinaire, mais la poésie, quoi, la pensée des hommes, quoi. Est-ce que ça a du sens, quoi? Moi, j'adore... et ça ne se limite pas au théâtre, hein, ça se limite aux chanteurs, évidemment, à des gens extraordinaires qui font l'histoire du monde, quoi. Alors, un petit fragment dans le désordre, je ne sais pas très bien. Alors, Astrof, on va commencer sur lui, dans Oncle Vania, qui nous parle de la dégénérescence des forêts, du massacre. Et je prends juste un tout petit fragment. C'est parti pour une première lecture d'un fragment par Jérôme Mella. Ah là 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 là. Nous avons affaire à une dégénérescence résultant d'une lutte inhumaine pour la vie. Une dégénérescence provenant de la routine, de l'ignorance, de la plus totale absence de conscience de soi. Mais vous vous rendez compte, quand l'homme glacé, affamé, malade, pour sauver ce qui lui reste de vie, pour préserver ses enfants, instinctivement, inconsciemment, se jette sur tout ce qui peut le rassasier, le réchauffer, et qu'il détruit tout, sans penser au lendemain. Tout, déjà, presque tout est détruit. Mais en retour, rien n'a encore été créé. Je vois à votre visage que ça ne vous intéresse pas. Alors, comment c'était il y a 25 ans, etc. Bon, voilà, alternatif de la violence de cette poésie, enfin de cette pensée en tout cas. Je prends un autre fragment. Voilà, ceux qui vivront dans 100 ans, 200 ans, et qui nous mépriseront d'avoir vécu une vie d'une telle bêtise, d'un tel manque de goût, ceux-là, peut-être, ils trouveront le moyen d'être heureux, mais nous autres, nous n'avons qu'un seul espoir, l'espoir que nous serons couchés dans le tombeau, d'être distraits par des visions. Ah, et des visions peut-être même agréables. Oh, oui, dans tout le district, en tout et pour tout, il n'y a que 2 personnes honnêtes, cultivées, toi et moi. Il parle à Vania. Et en une dizaine d'années, la vie petite bourgeoise, cette vie méprisable nous aura engloutis. De ces exhalations putrides, elle a empoisonné notre sang et nous sommes devenus aussi triviaux que les autres. Voilà. Donc il y a un engourdissement de la pensée, hein, une sorte d'affaissement qui fait que finalement on a cru que cet homme-là était extraordinaire. Serebriakov, Alexandre, le grand professeur, l'universitaire génial, celui qui est capable d'écrire sur l'art, qui sait tout, etc. Une bulle de savant, il ne savait rien. C'est une imposture. Le monde dans lequel nous vivons repose sur notre croyance. Ça n'existe pas. Il faut se réveiller, quoi. Il faut trouver, grâce à des espaces de pensée qui échappent au monde, hein, vraiment, et le théâtre est un des derniers espaces qui échappe fondamentalement à la maîtrise, hein, je dirais un peu mercantile du monde, quoi. Un espace où on peut penser à nouveau, quoi. Et c'est beaucoup de travail que de se créer une mémoire, beaucoup de travail, quoi. Ça vient pas comme ça, quoi. Et je finirai juste sur Vania. Oh, comme j'ai été trompé. Je vénérais ce professeur, ce goutteux minable. J'ai travaillé pour lui comme un bœuf. Sonia et moi, nous faisions rendre au domaine ce qu'il pouvait, jusqu'à la dernière goutte. Nous autres, comme des koulaks, comme des paysans, nous vendions de l'huile, des pois, du fromage blanc, à peine si nous avions de quoi manger nous-mêmes. Tout ça pour faire des 1000 et des 100, avec des sous percés, et je les lui ai envoyés. J'étais fier de les lui envoyer de sa science. Je vivais, je respirais par lui. Tout ce qu'il écrivait, tout ce qu'il me disait me semblait génial. Mon Dieu, et maintenant, le voilà à la retraite, et le résultat de sa vie, on le voit bien maintenant. Il ne restera pas une seule page de son travail après lui. Il est parfaitement inconnu. Il est rien, une bulle de savon, et j'ai été trompé. Je le vois trompé bêtement.
Merci Jérôme Mella pour vos lectures et votre passage dans nos studios. Les prestations live sur UGUP Radio continuent. Vous êtes toujours sur UGUP Radio. Nous sommes en live jusqu'à 23h30 et nous sommes en compagnie de deux artistes nous venons d'écouter Jérôme Mella pour une lecture de fragments de Tchekhov. Et maintenant, place à Aurélie Massa. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous de répondre à notre invitation. Est-ce que vous pouvez présenter la lecture que vous allez nous faire ce soir ? Alors, je vais vous lire 4 textes, 4 petits textes qui font partie d'un recueil de textes collectifs qui a été édité avec mes camarades du Master de création littéraire et de recherche de Cergy-Pontoise l'année dernière, qui est paru aux éditions Almanar. Et du coup, ce texte s'appelle « Corps de métier, 5 histoires d'elle où le trouble se glisse ». Et je vais peut-être commencer la lecture et peut-être... Oui, on vous écoute. Ok. Assise seule à une petite table de bistrot, je fais pivoter ma tête dans tous les sens pour saisir le balai précis qui s'opère. Sous la verrière, je vois une longue tablée où des convives s'agitent en faisant de grands gestes inexpressifs. 2 d'entre elles s'activent autour, l'une d'un âge avancé et l'autre du mien. C'est la jeune qui semble avoir le plus d'expérience, et l'autre observe l'habileté de son geste lorsqu'elle dépose, de manière symétrique, les verres à pied sur la table. Son corps est raidi par la rapidité avec laquelle elle doit effectuer tous les mouvements. Le torse se barre dans un sens pendant que les jambes semblent effectuer une balade solitaire. Lorsque les deux sont rassemblés, son oreille gauche traite une demande qui provient de la salle pendant que la droite entend déjà les réprimandes des supérieurs. Chaque tâche est effectuée avec une précision et une rapidité d'exécution qui fait mal aux os. Des bras giclent de part et d'autre de la tablée, une main glisse sur la nappe tandis que le corps d'un des convives s'étend de tout son long, avec les pieds qui ressortent de l'autre côté. La jeune se déplace à la manière d'un serpent en évitant machinalement les obstacles de chair. Je sens son regard qui toise l'état des tables de marbre et de café. Le café est terminé sur la tablée et elle s'apprête à retirer les tasses vides. Soudainement, elle s'arrête, la bouche se tord étrangement et les sourcils se font la malle au-dessus du front. Les convives se mettent de concert à faire jouer les sachets de sucre entre leurs doigts. Ils déchirent distraitement le papier blanc, puis en répandent aléatoirement le contenu sur la table, les gestes rythmés par des inflexions de voix. Une fois les papiers vides, chacun se met à fabriquer de petites sculptures qui échouent un peu partout autour d'eux. Des milliers de petits grains de sucre gisant sur la table témoignent de la scène. Le brouhaha ambiant monte d'un ton et je vois, au-dessus du crâne de celle qui est debout, une petite cheminée de vapeur qui pète le carreau de la verrière. Deuxième extrait. Elles sont 3 à marcher côte à côte dans le couloir. Leurs combinaisons blanches flottent avec l'air produit par leur déplacement rapide. Toutes portent un masque en tissu blanc ou bleu glacier noué derrière les oreilles. Leur regard est droit et ne laisse paraître aucune hésitation, mais la fatigue imbibe la salle où je me trouve. Elles avancent vers moi en rythme avec le bip-bip des machines, leurs gestes s'accomplissent sans désordre. Les opérations d'urgence sont lancées, et l'une des 3 me lance en s'arrêtant à ma hauteur. 1000 appels en 24 heures. Elles portent des bombers bleu moiré d'où sortent des ombres quand la nuit vient. 2 d'entre elles sont armées jusqu'aux dents. L'une a un sabre en métal noir dans un étui fixé à sa ceinture. Elle porte aussi en bandoulière une mitraillette qui détient le pouvoir de faire des ravages dans toute la pièce si elle l'active. Un colt 45 est fixé sur l'autre partie de la ceinture. Il a l'air plus vieux que les 2 autres armes, mais je perçois dans son regard qu'il lui est un allié rassurant. Je crois qu'elles ne sont que 2 quand j'aperçois d'autres silhouettes s'avancer doucement. Elles ne me voient pas, leur corps se touche puis se distance, opérant un ballet très organisé. L'une d'elles, qui est habillée dans une combinaison en latex marron, a son bras droit en position active, prête à déclencher sa kalachnikov. Elle semble chercher quelque chose, mais leur air est serein. Chaque geste s'accomplit sans hâte. De là où je suis, placée,
Je vois une large pièce concentrique avec des ouvertures de toutes parts. La lumière y est basse et un peu jaune. Elles se murmurent des choses entre elles et je n'arrive à distinguer aucun mot. Peut-être ne parle-t-elle pas ma langue. Le balai avec les bombers, le sable, la mitraillette, le Colt 45 et la Kalachnikov dure un petit quart d'heure. Je ne bouge pas. De là où je suis, placée, je les observe. Je comprends qu'elles montent la garde. Leurs mouvements en balancier font briller les bombers bleus, marrons et noirs. Je décide de m'avancer pour me faire voir. Chacune tourne la tête vers moi et garde son arme non loin de la main. Je m'adresse à elles en me présentant comme une sœur et leur demande pourquoi le sabre, la mitraillette, le Colt 45 et la Kalachnikov sont-ils faits. Elles ne me répondent pas. L'une d'elles s'approche vers moi et me tend un couteau en acre ainsi qu'un étui. Je prends le couteau et décide de veiller à mon tour. Merci Aurélie Massa pour ces lectures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ces textes ? Alors en fait c'est donc des textes qui portent le nom de corps de métier, donc qui sont des espèces de petites observations de métiers plutôt occupés par les femmes. Et le sous-titre c'est le 5 histoires d'elle où le trouble se glisse, parce que dans ces 5 textes il y a évidemment quelques-uns qui se glissent et qui sont des textes fictionnels, qui ne sont pas des observations réelles, mais sans que je les nomme. Donc c'est pour ça que cette idée de trouble, parce qu'on ne sait jamais si on est réellement dans la fiction ou dans le documentaire. Et j'ai choisi de le lire parce que ça représente un petit peu une partie de mon travail, qui est vraiment de décrire sur les corps, que ce soit le corps social, le corps politique, le corps physique, le corps végétal. Et parce que dans ce type de texte, j'ai une posture un petit peu comme d'observatrice, un lieu en fait d'observation qui soit réel ou fictif, de situations sociales. Et j'aime beaucoup cette petite bulle comme ça d'observation qui se crée avec l'écriture et ensuite de rediffuser ces observations-là qu'on fait. Et aussi parce que ça me tenait à cœur de lire cet extrait qui fait partie d'un recueil collectif et le collectif dans mon travail est quelque chose d'assez important. Donc voilà, c'était un petit peu le choix. Et donc le recueil s'appelle Tour 33. Tour 33. Et il est édité aux éditions de... Almanar. L'Almanar. C'est ça. D'accord. Bon, on invite les auditeurs à aller retrouver cet ouvrage pour lire la suite des autres parties de ce recueil. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.